la porte s'ouvrit d'un coup sec, comme un coup de tonnerre dans le silence de ma chambre d'hôtel, et là, figé sur le seuil, un inconnu aux yeux verts perçants me dévisagea, son regard glissant sur ma peau nue comme une caresse interdite. « Pardon, J'ai cru que c'était ma chambre, balbutia-t-il, mais sa voix trahissait déjà un tremblement qui n'avait rien d'innocent, et en un instant, le monde bascula. Mon cœur cognait si fort que j'en oubliais de couvrir ma nudité, et ce qui suivit ce baiser volé, ce feu primal me marqua à jamais, comme une cicatrice invisible gravée dans l'âme. Évariste fixait le miroir craquelé de la chambre d'hôtel, ses doigts tremblants défaisant les boutons de sa chemise trempée par l'averse parisienne. Paris, cette ville de lumière cruelle et de secrets enfouis, l'avait accueilli comme un amant volage, séduisant un instant, impitoyable le suivant. Il était arrivé la veille, fuyant les rues monotones de Lyon où son existence se résumait à des journées grises dans un bureau étouffant, et des nuits solitaires hantées par des désirs qu'il osait à peine nommer. À 32 ans, Évariste se sentait comme un fantôme dans sa propre vie, un homme aux traits fins, aux cheveux châtains coupés courts, aux yeux bruns qui portaient le poids d'un amour perdu, celui de son ex, un certain Marc qu'il avait quitté pour une femme, invoquant des nécessités de la vie adulte. Ce voyage à Paris n'était qu'une tentative désespérée de se réinventer, de respirer l'air chargé d'histoire et de passion qui, disait-on, guérissait les cœurs brisés. La chambre, au 3e étage d'un hôtel modeste du Marais, exhalait une odeur de vieux bois et de lavande fanée. Les murs tapissés de papier peint défraîchi racontaient des amours d'un autre temps, et la fenêtre donnait sur une cour intérieure où un chat errant miaulait sporadiquement. Évariste enleva sa chemise d'un geste las, révélant un torse pâle marqué par une cicatrice discrète au-dessus du cœur au souvenir d'une chute stupide lors d'une randonnée avec Marc, des années plus tôt. Il se pencha pour attraper un t-shirt propre dans sa valise ouverte, quand la porte qu'il avait omis de verrouiller dans sa hâte pivota sur ses gonds grinçants. L'inconnu entra sans frapper, un sac de voyage à l'épaule, les cheveux noirs ébouriffés par la pluie, vêtu d'un manteau sombre qui goûtait sur le parquet. Ses yeux verts, vifs comme ceux d'un renard surpris, balayèrent la pièce avant de se poser sur Évariste. Le temps se figea. Évariste sentit une chaleur monter à ses joues, son corps exposé dans la lumière tamisée de la lampe de chevet. Il ne bougea pas, paralysé non par la honte, mais par une étincelle inexplicable, un courant électrique qui traversa l'air chargé d'humidité. « Pardon, J'ai cru que c'était ma chambre, répéta l'homme, sa voix grave et légèrement accentuée à un timbre qui évoquait les collines du sud de la France, peut-être Provence ou Languedoc. Il fit un pas en arrière, mais ses yeux ne se détachèrent pas, traînant sur la courbe des épaules d'Évariste, sur la ligne de ses hanches encore enveloppées dans un jean usé. Il devait avoir une trentaine d'années, athlétique sans excès, avec une barbe naissante qui ombrageait un menton volontaire. Son nom, Évariste l'apprendrait plus tard, était Lucas, un nom simple, presque banal, qui cachait une tempête. Au lieu de se couvrir ou de crier, Évariste sentit une audace oubliée monter en lui. « Et si ce n'était pas une erreur » murmura-t-il, les mots sortant comme un défi, un appel au destin. Lucas hésita, son sac glissant de son épaule au sol avec un bruit sourd. La pluie redoubla dehors, martelant les vitres comme un applaudissement impatient. En 2 enjambées, Lucas franchit le seuil, refermant la porte derrière lui d'un geste doux mais ferme. « Peut-être que le destin a un sens de l'humour tordu » répondit-il, un sourire en coin effleurant ses lèvres. Ce qui suivit fut un tourbillon. Les mains de Lucas, chaudes et calleuses mains d'un artisan, peut-être un menuisier ou un sculpteur, se posèrent sur les épaules d'Évariste, le guidant contre le mur sans violence, juste avec une urgence contenue. Leurs bouches se trouvèrent dans un baiser vorace, salé par la pluie et les larmes invisibles d'Évariste. C'était comme si Paris, dans sa magnanimité capricieuse, avait décidé de lui offrir un cadeau empoisonné, un instant de pure connexion, brutal et tendre à la fois. Les corps se pressèrent, explorant des territoires inconnus avec une familiarité instinctive. Évariste sentit les doigts de Lucas tracer la cicatrice sur son torse, comme s'il lisait un poème gravé dans la chair. Mais le choc, le vrai choc, vint après. Quand ils s'écartèrent, essoufflés, Lucas murmura « Je ne fais jamais ça. » Jamais. Ses yeux verts étaient voilés d'une ombre, un regret fugace qui fit douter Évariste. Qui était cet homme? Un voyageur de passage, un fantôme comme lui? Ils ne parlèrent pas beaucoup cette nuit-là. Lucas commanda du vin au room service à un Bordeaux corsé qui réchauffa leurs veines et ils s'allongèrent sur le lit étroit, nus sous les draps froissés, échangeant des histoires fragmentaires. Lucas était de Montpellier, en ville pour un salon d'art où il exposait ses sculptures en bois flotté, inspirées par la mer Méditerranée. Évariste, lui, avoua son exil lyonnais,
ses doutes sur son orientation qu'il avait nié si longtemps, se mariant presque par convention avant de tout plaquer. À l'aube, quand la lumière grise filtra à travers les rideaux, Lucas se rhabilla en silence. « Je dois y aller. Mon stand m'attend. » Il déposa un baiser sur le front d'Évariste, léger comme une promesse. « Trouve-moi au salon, près des fontaines de Saint-Germain. Si tu veux. » Et il partit, laissant derrière lui une odeur de sel et de bois, et un numéro griffonné sur un bout de papier. Évariste resta allongé, le cœur battant encore de ce rythme effréné. Était-ce un rêve? Une folie passagère? Paris, avec ses croissants chauds et ses boulevards haussmanniens, semblait soudain conspirer pour le transformer. Il se leva, se doucha longuement, l'eau effaçant les traces de la nuit mais pas le feu intérieur. Dehors, la ville bruissait, klaxons impatients, vendeurs de marrons chauds, et cette scène éternelle qui charriait les secrets des amants. Le salon d'art était un chaos organisé, un labyrinthe de toiles criardes et de sculptures abstraites sous les verrières du carrousel du Louvre. Évariste erra pendant des heures, le cœur serré d'appréhension. Et puis, il le vit, Lucas, penché sur une pièce maîtresse, une silhouette humaine taillée dans du bois de dérive, torsadée comme un cri muet face à la mer. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et ce fut comme un aimant. Lucas l'attira dans un coin discret, derrière un rideau de velours. « Tu es venu » souffla-t-il, et leur baiser fut plus doux cette fois, teinté de vulnérabilité. Les jours suivants furent un vertige. Ils déambulaient dans le marais, main dans la main sous les arcades sombres, s'arrêtant pour un café aux fleurs où Lucas raconta son enfance au bord de la mer, bercé par les vagues et les mensonges d'un père absent. Évariste, en retour, confia ses peurs, la famille conservatrice de Lyon, la culpabilité qui le rongeait depuis son coming-out tardif. Leur amour naquit là, dans les ruelles pavées, au milieu des librairies poussiéreuses et des boulangeries embaumant le pain frais. Lucas était passionné, impulsif, Évariste, plus réservé, mais ensemble, ils formaient un équilibre précaire, comme un pont fragile au-dessus du vide. Pourtant, les ombres planaient. Un soir, lors d'un dîner aux chandelles dans une brasserie du quartier latin, Lucas reçut un appel. Son visage se ferma, ses doigts crispés sur le verre de vin. « C'est rien, dit-il, mais Évariste vit l'éclat d'un mensonge dans ses yeux. Qui appelait? Une ex? Un secret enfoui? Évariste chassa l'idée, se noyant dans la douceur des lèvres de Lucas plus tard, dans leur chambre redevenue un sanctuaire. Mais Paris, cette séductrice impitoyable, réservait ses coups bas. Le lendemain, alors qu'Évariste fouillait distraitement le sac de Lucas pour un chargeur oublié, il tomba sur une photo, Lucas, enlacé avec un autre homme, un sourire radieux sur un yacht ensoleillé. Au dos, une dédicace, à mon amour éternel, Antoine. Le choc le frappa comme un uppercut. Antoine? Qui était-ce? Évariste rangea la photo, le cœur en vrac, mais la graine du doute était plantée. Les jours suivants s'étirèrent en une danse délicate entre extase et suspicion. Évariste et Lucas s'enfoncèrent plus profondément dans les méandres de Paris, comme si la ville elle-même les encourageait à ignorer les fissures. Ils visitèrent le Père-Lachaise, errant parmi les tombes de Proust et de Wilde, ces âmes tourmentées par l'amour interdit. Lucas, avec son rire franc et ses gestes amples, traçait des cœurs imaginaires sur les pierres froides. Regarde, Évariste, même les morts ici parlent d'amour. Le nôtre, il durera plus longtemps que ça. Ces mots étaient un baume, mais la photo d'Antoine hantait Évariste comme un spectre. Un après-midi pluvieux, ils se réfugièrent dans le musée d'Orsay, sous les horloges immenses qui tiquent à côté comme un conte à rebours. Devant le tableau de Whistler, la mère en robe grise, Lucas murmura « Ma mère était comme ça. Silencieuse, forte. Elle m'a élevé seule après que mon père. » Il s'arrêta, les yeux perdus dans les coups de pinceau. Évariste posa une main sur son épaule. « Après quoi ?» Lucas secoua la tête. Il est parti. Pour un homme, ironiquement. Ça m'a brisé, petit. Mais ça m'a fait qui je suis. Cette confidence lia leurs âmes un peu plus, effaçant temporairement l'ombre d'Antoine. Le soir, dans un petit appartement que Lucas louait pour la durée du salon ou un grenier bohème avec vue sur les toits de zinc, ils firent l'amour avec une intensité nouvelle. Les corps entrelacés, la sueur perlant sous la lumière d'une bougie vacillante, Évariste oublia tout. Lucas était un amant généreux, attentif, explorant chaque courbe avec une dévotion presque sacrée. « Tu es beau, Évariste. » Comme une statue oubliée dans un jardin secret. Ces mots, chuchotés contre sa peau, firent fondre les dernières résistances.
Évariste se sentit vivant, désiré, pour la première fois depuis des années. Mais le doute revint au petit matin, quand Lucas s'absenta pour une course. Évariste, insomniaque, fouilla l'appartement. Dans un tiroir, il trouva des lettres. Des lettres d'Antoine. Mon cher Lucas, ton silence me tue. Reviens-moi, notre vie à Marseille nous attend. Daté d'il y a 2 mois. Le cœur d'Évariste se serra comme dans un étau. Était-il une parenthèse? Un caprice parisien. Il rangea les lettres, les larmes aux yeux, et quand Lucas revint, chargé de croissants et de jus d'orange, il feignit l'indifférence. Le conflit couva ainsi, sous-jacent, empoisonnant leurs moments de joie. Ils allèrent au cinéma, un film de Truffaut sur l'amour impossible, et Évariste sentit une boule dans sa gorge. Lucas, sentant la tension, le serra contre lui dans l'obscurité. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Évariste hésita. Rien. Juste. La peur que tout ça ne soit qu'un rêve. Lucas l'embrassa tendrement. C'est réel. Nous sommes réels. Pourtant, les signes s'accumulaient. Un appel nocturne, étouffé, où Lucas murmurait, « Pas maintenant, je t'expliquerai ». Évariste, feignant le sommeil, écoutait, le ventre noué. Qui était Antoine? Un amant jaloux? Un fantôme du passé? Évariste décida de confronter, mais pas encore. Il voulait savourer, égoïstement, ses jours volés. Le salon d'art touchait à sa fin, et Lucas vendit une sculpture, celle de la silhouette torsadée, à un collectionneur américain. La joie illumina son visage, et ils célébrèrent au Moulin Rouge, sous les néons criards et les plumes extravagantes. Danseurs en tutu, champagne qui pétillait, et Lucas tirant Évariste sur la piste improvisée. « À nous » cria-t-il par-dessus la musique. Mais au milieu de la nuit, ivre de vin et de désir, Évariste craqua. Dans un taxi brinque-ballant vers l'appartement, il murmura « Qui est Antoine ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas pâlit, ses yeux verts s'assombrissant comme un ciel d'orage. « Comment sais-tu » Évariste avoua les lettres, la photo, les doutes. Les mots jaillirent, amers, accusateurs. Suis-je un remplaçant? Une erreur de parcours? Lucas secoua la tête, les larmes aux yeux. Antoine est mon ex. Nous étions ensemble 5 ans. Il m'a trompé, Évariste. Avec son meilleur ami. J'ai fui à Paris pour oublier, pour recommencer. Ses appels. C'est lui qui harcèle, qui veut me reconquérir. Mais toi. Toi, tu es la lumière. Évariste voulut croire, mais la graine du soupçon avait germé. Ils rentrèrent en silence, le taxi filant à travers les avenues désertes. Cette nuit-là, l'amour fut différent, plus urgent, plus désespéré, comme si chaque caresse était un adieu. Évariste se blottit contre Lucas, inhalant son odeur de mer et de bois, se jurant de chasser les fantômes. Les jours suivants furent une trêve fragile. Ils visitèrent Versailles, main dans la main dans les jardins symétriques, où les fontaines chantaient des serments éternels. Lucas parla plus, de son enfance marquée par le rejet, de sa coming out douloureux à 19 ans, chassé par sa mère traditionnaliste. Évariste, en retour, confia ses propres blessures, le mariage raté, la famille qui feignait l'ignorance. Leur lien se renforça, tissé de confidences et de rires partagés devant un pique-nique improvisé sous un saule pleureur. Mais Paris, fidèle à sa réputation, prépara le coup fatal. Une semaine avant le départ d'Évariste, son billet de train pour Lyon était réservé, Lucas reçut une enveloppe anonyme. Dedans, des photos, lui et Antoine, intimes, récentes. Il me suit, gémit Lucas, le visage défait. Évariste sentit la rage monter. Laisse-moi l'appeler. Finissons-en. Lucas refusa, paniqué. Non, ça empirerait. Il est obsédé. Le soir même, lors d'une promenade le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau, Évariste pressa Lucas contre la rambarde. Promets-moi que c'est fini. Que nous sommes l'avenir. Lucas jura, ses lèvres scellant le pacte dans un baiser salé par les embruns. Mais au fond de lui, Évariste savait, l'orage approchait. Et il éclata 2 jours plus tard. Évariste, seul dans l'appartement, répondit à un appel destiné à Lucas. La voix d'Antoine, suave et venimeuse, « Qui est-ce » ? Lucas est à moi. Dites-lui que je sais tout. Que je reviens le chercher. Le choc le laissa tremblant.
quand Lucas rentra, Évariste explosa. Il t'appelle. Il te traque. Et toi, tu me mens? Les cris fusèrent, les objets volèrent, un vase brisé, symbole de leur fragilité. Lucas s'effondra, avouant tout, Antoine n'était pas un ex-lambda. Ils avaient un appartement commun à Marseille, des projets de mariage civil. La fuite à Paris était une pause, pas une rupture. Je t'aime, Évariste. Vraiment. Mais j'ai peur. Peur de tout perdre. La trahison frappa Évariste comme un poignard. Il partit en claquant la porte, errant sous la pluie battante, les rues de Paris se muant en labyrinthe de douleur. La pluie de Paris n'avait jamais été aussi impitoyable. Évariste courait sans but, les larmes se mêlant aux gouttes froides qui fouettaient son visage. Les boulevards haussmanniens, avec leurs façades ossées et leurs cafés aux terrasses vides, semblaient se moquer de lui, ses témoins muets d'innombrables cœurs brisés. Il s'engouffra dans un métro bondé, la ligne 4 vers Barbès, cherchant l'anonymat dans la foule anonyme. Assis sur un strapontin usé, il revivait la scène, les yeux verts de Lucas, suppliant, la voix d'Antoine au téléphone, un serpent glissant dans son oreille. Trahison. Le mot résonnait comme un glas. Il descendit à Châtelet, errant dans les passages couverts où les boutiques fermées exhalaient une odeur de passé révolu. Un café ouvert, tardif, l'accueillit, le Procope, berceau des Lumières, ironiquement. Il commanda un cognac, le liquide ambré brûlant sa gorge comme un remède amer. Là, seul à une table en bois patiné, il pleura. Pas des sanglots bruyants, mais un flot silencieux, libérateur. Pour Marc, pour les années perdues, pour Lucas, cet amour si pur, si empoisonné. Son téléphone vibra, des messages de Lucas. Pardonne-moi. Viens, parlons. Je t'attends au Pont des Arts. Évariste l'éteignit, le cœur déchiré. Le Pont des Arts, avec ses cadenas d'amour rouillés par le temps en symbole pathétique de promesses éphémères. Devait-il y aller? Confrontation ou fuite? La nuit s'épaissit, et il se retrouva là, malgré lui, sous la lune voilée, les cadenas cliquetant doucement au vent. Lucas était là, silhouette sombre contre les lumières de la rive gauche. Évariste. Sa voix était un murmure brisé. Ils s'assirent sur un banc humide, les genoux se frôlant par inadvertance. Lucas parla d'abord, les mots tumulant comme une confession au confessionnal. Antoine n'était pas un monstre, mais un homme brisé lui-même, fils d'une famille bourgeoise marseillaise, il avait lutté contre son homosexualité dans un cocon de convention. Leur relation avait commencé comme un feu d'artifice, mais s'était muée en prison dorée aux jalousies, disputes, tromperies mutuelles. J'ai fui parce que je suffoquais. Et toi? Tu m'as redonné le souffle. Évariste écouta, la colère se muant en pitié, puis en une douleur plus profonde. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout de suite? J'aurais compris. Ou du moins, j'aurais choisi en connaissance de cause. Lucas baissa la tête. Peur. Peur de te perdre avant même de t'avoir. Ils se turent, le fleuve en contrebas charriant des reflets d'étoiles. Puis, dans un geste impulsif, Évariste prit la main de Lucas. Et maintenant? Antoine revient. Que fais-tu? La réponse tarda. Lucas murmura, je vais lui parler. Lui dire que c'est fini. Pour de bon. Mais j'ai besoin de toi pour y croire. Ils s'embrassèrent là, sous la pluie fine, un baiser chargé de sel et d'espoir fragile. Cette nuit, ils rentrèrent ensemble, le lit devenant un refuge où les corps se réconcilièrent avant les âmes. Les jours suivants furent une reconstruction précaire. Lucas contacta Antoine, une conversation téléphonique tendue qu'Évariste écouta depuis l'autre pièce. Cris, pleurs, puis un silence définitif. C'est terminé, annonça Lucas, le visage marqué mais libéré. Ils célébrèrent modestement un pique-nique au jardin des Tuileries, avec du fromage et du pain croustillant, riant des touristes maladroits. Évariste sentit l'amour renaître, plus mature, plus ancré. Mais le destin, ce farceur cruel, n'en avait pas fini. Le jour du départ d'Évariste son train pour Lyon à 18h, un colis arriva à l'hôtel. Dedans, une sculpture miniature, taillée par Lucas, 2 silhouettes enlacées, en bois de chêne. Accompagnée d'une note, pour Évariste, mon phare. Attends-moi. Je te rejoins bientôt. Le cœur gonflé, Évariste rangea le cadeau dans sa valise. À la gare de Lyon, sous la verrière immense, ils s'étreignirent longuement. Écris-moi.
Tous les jours, murmura Lucas, ses lèvres effleurant l'oreille d'Évariste. Le train s'ébranla, Paris rapetissant derrière la vitre ruisselante. Évariste toucha la sculpture dans sa poche, un talisman contre la solitude. Lyon l'accueillit avec sa grisaille familière, mais pour la première fois, elle semblait supportable. Les messages affluaient, Lucas, volubile, décrivant ses derniers jours au salon, ses projets de voyage. Je démissionne. Je viens vivre avec toi. Si tu veux. Évariste voulait. Il quitta son boulot étouffant, trouva un petit atelier de graphisme freelance. Les semaines devinrent mois, et Lucas arriva un soir d'automne, sac au dos, sourire éclatant. Ils louèrent un appartement rue des Capucins, un 2 pièces aux murs ocre, avec un balcon minuscule donnant sur la Saône. La vie s'organisa, matin paresseux avec café et croissant, soirée à cuisiner des ratatouilles épicées, nuit où leur corps se racontait des histoires muettes. Pourtant, les ombres d'Antoine planaient. Des appels anonymes, des fleurs livrées sans nom. Lucas changea de numéro, mais la peur s'insinuait. Il ne lâchera pas, confia-t-il un soir, blotti contre Évariste. Celui-ci, fortifié par leur amour, répondit, alors, affrontons-le ensemble. Ils décidèrent d'un voyage, Marseille, pour clore le chapitre. Le périple fut un voyage initiatique. Le TGV filait à travers la Provence, vignes et oliviers défilant comme un tableau impressionniste. À Marseille, le vieux port bruissait de vie, pêcheurs criards, bouillabaisse fumante. Ils logèrent dans un hôtel face à la mer, et le lendemain, Lucas affronta Antoine dans un café bondé du panier. Évariste attendit dehors, le cœur battant, écoutant les bribes à travers la vitre, reproches, larmes, puis un adieu ferme. C'est fini, Antoine. J'aime ailleurs. Quand Lucas sortit, pâle et victorieux, Évariste l'enlaça sous le soleil méditerranéen. C'est nous, maintenant. Pour de vrai. Ils marchèrent le long du corniche, main dans la main, le Mistral caressant leur visage. Ce soir-là, sur une plage déserte, ils firent l'amour sous les étoiles, le bruit des vagues comme un cœur approbateur. De retour à Lyon, la vie s'apaisa. Lucas ouvrit un atelier de sculpture dans une ruelle voisine, ses œuvres inspirées par Évariste, des formes fluides et entrelacées attirant une clientèle curieuse. Évariste, lui, publia un recueil de nouvelles inspirées de leur histoire, anonyme mais poignant. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison, devint un témoignage discret, invitation à dîner chez des amis gays du quartier, participation à des marches des fiertés où ils brandissaient des drapeaux arc-en-ciel. Mais le vrai test vint l'hiver suivant. Antoine réapparut, non pas en harceleur, mais en homme brisé, demandant une rencontre. Lucas, guidé par Évariste, accepta. Dans un parc enneigé de Lyon, sous les flocons dansants, Antoine s'excusa, j'ai été égoïste. Je te souhaite du bonheur. Pas de drame, juste une fermeture humaine, un pardon mutuel. Évariste, témoin silencieux, sentit un poids s'envoler. L'hiver lyonnais enveloppa leur amour d'un manteau blanc et froid, mais chaud à l'intérieur. Évariste et Lucas s'enracinèrent dans leur routine bienheureuse, ponctuée de petites joies, les marchés de la Croix-Rousse où Lucas marchandait des outils pour son atelier, les promenades vespérales le long de la Saône gelée, où Évariste lisait des passages de son recueil à voix haute, Lucas commentant avec son franc-parler provençal. T'écris comme un poète maudit, toi. Mais avec plus de cœur. Ces mots, simples, étaient des déclarations d'amour. Pourtant, sous cette quiétude, des fissures subtiles apparurent. Lucas, habitué à la liberté du Sud, peinait parfois avec la rigueur lyonnaise les hivers longs, les regards en coin des voisins traditionnalistes. Une nuit, après une dispute futile sur l'argent, l'atelier peinait à décoller, Lucas murmura dans l'obscurité, « Et si on partait ?» Vers le sud, recommencer. Évariste, ancré dans sa nouvelle vie, hésita. Et nos racines ici? On a lutté pour ça. Le silence qui suivit fut lourd, un prélude à des tensions plus profondes. Le printemps ramena la vie, les cerisiers en fleurs, les terrasses animées. Ils adoptèrent un chat errant, un rouquin espiègle nommé Félix, qui devint le ciment de leur foyer. Mais Antoine, ce fantôme, ressurgit indirectement. Une lettre arriva, non pas menaçante, mais suppliante, « Lucas, j'ai lu tes sculptures dans un magazine. Elle parle de lui, n'est-ce pas? Je suis heureux pour toi, mais si tu as besoin. » Lucas la brûla dans l'évier, les flammes dansant comme des démons apaisés. C'est du passé, dit-il à Évariste, mais ses yeux trahissaient une nostalgie fugace. Évariste, jaloux malgré lui,
plongea dans le travail. Son recueil fut remarqué par un éditeur parisien, menant à une tournée de lecture, Lyon, Paris, Marseille. À Marseille, le destin les rattrapa. Lors d'une soirée littéraire dans un bar du port, Antoine apparut. Grand, élégant, avec un sourire charmeur qui fit tressaillir Lucas. « Félicitations », dit-il, serrant la main d'Évariste avec une fermeté calculée. La conversation fut polie, mais Évariste vit les regards échangés, ses silences chargés d'histoire. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, la dispute éclata. « Tu l'as revu en secret », accusa Évariste, les mots aiguisés comme des éclats de verre. Lucas nia, furieux. « C'est toi qui imagines. Je t'ai choisi, toi. » Les cris attirèrent les voisins, et Évariste partit, dormant dans un café ouvert toute la nuit. Au matin, Lucas le trouva, éreinté, et ils pleurèrent ensemble. « Pardon. La peur me ronge encore. » Leur réconciliation fut ardente, un feu qui consuma les doutes. L'été les porta vers une idylle renouvelée. Ils louèrent une maison en Provence, près d'Aix, pour un mois. Les champs de lavande violets, les marchés provençaux regorgeant de tomates juteuses et d'herbes aromatiques. Lucas sculpta en plein air, inspiré par les collines, tandis qu'Évariste écrivait, son roman en gestation prenant forme, une histoire d'amour gai, tissée de trahison et de rédemption, miroir de leur vie. Les soirées étaient magiques, apéro au coucher du soleil, vin rosé frais, et des danses lentes sur la terrasse, au son d'un accordéon lointain. Mais le chaos guettait. Une lettre anonyme arriva à la maison provençale, des photos d'eux, prises de loin, avec une note, « Il te trompera comme il m'a trompé. Antoine. » La panique s'empara de Lucas. Évariste, pragmatique, appela la police, harcèlement documenté, une enquête ouverte. Pourtant, la peur empoisonna l'air. Et si c'était vrai? Si je suis condamné à blesser, gémit Lucas une nuit, sous les étoiles filantes. Évariste le serra fort. Nous choisissons notre destin. Ensemble. Ils décidèrent de se marier pas légalement encore, mais une cérémonie intime, symbolique, avec des amis proches. Sous un olivier centenaire, entouré de lavande, ils échangèrent des vœux, dans la joie et la tourmente, « Je te choisis ». Les anneaux, simples cercles d'argent gravés de leurs initiales entrelacées, scellèrent leur pacte. De retour à Lyon, l'automne apporta des nouvelles, Antoine arrêté pour harcèlement, une thérapie imposée. Le soulagement fut immense, mais il révéla une vérité plus profonde. Lucas confessa, « J'ai failli craquer, une fois. Après Marseille. Un appel, une faiblesse. Mais je n'ai pas cédé. » Évariste, au lieu de la colère, sentit la compassion. « Merci de l'avoir dit. Ça nous rend plus forts. » Leur amour, ainsi affiné, devint un phare. Lucas exposa à Paris, ses sculptures acclamées pour leur humanité brute. Évariste publia son roman, dédié à Lucas, à celui qui a brisé mes chaînes. Les critiques parlèrent d'une « ode romantique à l'amour queer », ancrée dans la résilience française. Pourtant, un dernier conflit surgit. La famille d'Évariste, apprenant leur union via le roman, envoya une lettre glaciale, « C'est une phase. Reviens à la raison. » Évariste, soutenu par Lucas, répondit par un silence définitif, coupant les ponts. La douleur fut vive, mais libératrice. « Nous sommes notre famille, maintenant, » dit Lucas, et ils adoptèrent officiellement Félix, le chat devenu leur enfant à quatre pattes. L'année qui suivit fut un renouveau. Lyon, cette ville aux deux fleuves, devint leur havre, un mélange harmonieux de tradition et de modernité. Évariste et Lucas s'impliquèrent dans la communauté LGBTQ+ locale, atelier d'écriture pour jeunes queers, exposition solidaire où les sculptures de Lucas côtoyaient des témoignages littéraires. Leur appartement, désormais orné de bois flottés et de livres empilés, respirait la vie partagée aux photos de voyages punaisés au mur, une plante grimpante envahissant la cuisine. Mais la vie, dans sa générosité cruelle, testa encore leur lien. Lucas reçut une commande prestigieuse, une installation pour un musée de Marseille. Le retour au sud raviva les vieux démons. « Et si Antoine » murmura-t-il un soir. Évariste, serein, répondit, « Tu y vas pour ton article. Et je viens avec toi. » Ensemble, ils affrontèrent la ville, visite au Muséum, dîner au port où les vagues chantaient la liberté. Antoine, en thérapie, envoya une carte, « Bravo pour ton succès. Je suis fier, de loin. » Un chapitre clos, humainement. Leur amour s'approfondit dans l'intimité quotidienne.
Des matins où Lucas préparait un petit déjeuner provençal aux tapenades et olives tandis qu'Évariste, encore ensommeillé, esquissait des portraits de son amant. Des nuits où, après l'amour, il philosophait, sur Proust et l'amour perdu, sur Camus et la révolte contre l'absurde. Lucas, avec son accent chantant, citait, dans l'amour, on est toujours un peu fou. Évariste riait, le cœur plein. Un printemps, Évariste apprit sa grossesse non pas littérale, mais métaphorique, il portait en lui un désir d'enfant. Adoption? GPA? Les discussions furent longues, émouvantes. Lucas, initialement terrifié par son propre passé chaotique, se rallia, un enfant de nous. Ce serait beau. Ils entamèrent les démarches, un parcours semé d'embûches administratives, mais uni par l'espoir. Le chaos au final vint d'une source inattendue, la santé. Lors d'un contrôle de routine, Lucas fut diagnostiqué d'une ombre au poumon, rien de grave, une cicatrice d'une ancienne bronchite, mais l'angoisse les submergea. Hôpital de la Croix-Rousse, nuit blanche, Évariste veillant au chevet, récitant des passages de son roman comme un mantra. Tu vas guérir. Nous allons guérir. Lucas, faible mais taquin, répondit, promets-moi des croissants tous les matins, si je survis. La biopsie fut bénigne, un faux semblant du destin. Leur étreinte, dans la chambre d'hôpital baignée de soleil, fut une renaissance. J'ai eu peur de te laisser, avoua Lucas. Évariste pleura, jamais. On affronte tout. L'été les trouva plus unis. Ils adoptèrent un enfant, un garçon de 5 ans, Timothée, orphelin d'une famille éclatée, aux yeux curieux et aux boucles brunes. L'arrivée de Tim fut chaotique, nuit hachée, dessins partout, mais magique. Lucas lui sculpta un cheval de bois, Évariste lui lut des contes. Leur famille, patchwork d'amour et de résilience, s'épanouit. Paris, 1 an plus tard, les rappela pour une double célébration, l'exposition de Lucas au Louvre, et le lancement du second roman d'Évariste. Sur le pont des Arts, où tout avait commencé dans la douleur, ils renouvelèrent leurs vœux, Tim entre eux, riant au cadenas. De l'inconnu à l'éternel, murmura Lucas. Leur histoire, tissée de choc et de tendresse, devint un legs. Évariste écrivit une postface à son roman, L'amour queer n'est pas un conte de fées. C'est une épopée humaine, faite de trahison guérie et de fidélité conquise. À Lucas, mon inconnu bienvenu. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie française avec ses vins corsés, ses pluies mélancoliques, ses passions indomptables, ils vécurent, non pas heureusement, mais profondément, humainement. Car l'amour, vrai, n'est pas absence de tempête, mais danse sous l'orage.